Bonjour et bienvenue dans ce deuxième enregistrement consacré à Frère Léon. Là, je vais parler des fiches de Frère Léon et de leur postérité médiévale. Alors, Frère Léon, dans la première vidéo, j'ai dit que c'est le plus proche compagnon de François dans les dernières années de son existence et qu'il s'est voulu le gardien de la mémoire de François. Vous savez probablement que la première vie officielle de François d'Assise est la vie du bienheureux François par Thomas de Celano, qui a été produite à l'occasion pour accompagner la canonisation de François en 1228. Et puis il s'est avéré au fil des années que Thomas de Celano a produit une belle œuvre littéraire, mais quand même incomplète. Et par ailleurs, la renommée de François d'Assise est extraordinaire, premier stigmatisé dans l'histoire de l'Église, en tout cas reconnu officiellement, et en même temps un rayonnement fantastique. L'ordre qu'il a créé, puisqu'après sa mort c'est un ordre, est extrêmement nombreux et prolifique. À la mort de François, les frères sont probablement un peu plus de 5000. Quand Bonaventure devient ministre général en 1257, leur nombre est évalué à 30 000. Et puis il y a les laïcs franciscains, il y a Claire et ses sœurs, etc. Les pauvres dames. Donc, le rayonnement de François s'étend dans toute la chrétienté, ça c'est une chose que montrent bien les récits de miracles. Les recueils les plus anciens sont centrés sur l'Italie centrale, voire l'Ombrie. Et au fur et à mesure que le temps passe, les miracles de François s'étendent à l'ensemble de la chrétienté occidentale. Et donc, le chapitre de 1244, chapitre de Gênes, charge le ministre général Cresquen de Hiésy de lancer un appel à tous les frères témoins de miracles posthumes de François pour les faire remonter à la curie générale. Et en même temps, il demande aux frères qui ont connu François de son vivant de livrer leur témoignage. Mais le plus important, c'est les miracles posthumes au Moyen-Âge, parce que ça prouve que le saint est bien saint et actif et puissant auprès de Dieu. Et 2 ans plus tard, le 11 août 1246, les 3 plus proches compagnons de François encore en vie, Léon, Ruffin et Ange. Pourquoi dis-je encore en vie ? Parce que d'abord, Bernard de Quintavalle est mort au début des années 1240, Pietro Catani est mort en 1221, et les plus proches vivants, c'est Ruffin, enfin surtout Léon, Ruffin et Ange. Ils envoient, alors le 11 août, avant d'être la fête de Sainte-Claire, c'est la fête de Saint-Ruffin, saint patron de la ville d'Assise. Et de l'ermitage de Greccio, ils envoient un paquet de documents comportant une lettre d'accompagnement signée de leurs 3 noms. Cette lettre, à côté de cette lettre, il y a la légende dite des 3 compagnons. En fait, elle est d'une seule main. Et l'hypothèse de Jacques d'Alarin, partagée par Sylvain Piron et à laquelle je finis par me rallier après avoir hésité, c'est que c'est Ruffin qui serait l'auteur de cette légende. Mais comme la lettre est toujours restée avec la légende, on a parlé d'une légende des 3 compagnons. Donc elle est d'une seule main, et c'est la légende assisiate de François, écrite par quelqu'un de la cité d'Assise. C'est là où est le mieux décrit tout le chemin de conversion de François, le problème avec son père, la scène devant l'évêque d'Assise. Et d'un autre côté, un florilège de souvenirs de frère Léon, mais aussi d'au moins une demi-douzaine d'autres compagnons. Ange et Ruffin, bien sûr, mais également Pacifique, Massé, Illuminé, vraisemblablement aussi Richer, qui était originaire de la Marche d'Ancône, et quelques autres.
Et donc Léon a été le scribe qui a transcrit tous ses souvenirs. Mais le leader de cette opération, c'est lui. Donc d'un côté, la légende des trois compagnons, de l'autre, des fiches de frère Léon, ou alors une copie de ces fiches pour que ça soit à peu près présentable, envoyées au ministre général Cresquen de Jesi, sur la base desquelles Thomas de Celano va rédiger la Vita Prima, c'est-à-dire la partie biographique du mémorial. L'autre partie, c'est le recueil de miracles. Alors, ce qui est important de voir, et ça, c'est vraiment beaucoup nos travaux avec Jacques Dallarin et Sylvain Piron, de montrer qu'en fait, j'avais jusqu'à il y a quelques années une image des compagnons de François comme ayant été rapidement marginalisés et se retrouvant à l'écart dans des ermitages. Frère Gilles va aller dans un ermitage, je crois que c'est Monterripido, à proximité de Pérouse. Léon va être dans plusieurs ermitages, etc. Et en fait, quand on étudie de près, eh bien certes, l'ordre franciscain a vécu un tournant. C'est devenu, dans les années 1240, un ordre de prédicateurs. C'est pour ça d'ailleurs que les frères laïcs sont moins nombreux maintenant que les prêtres et cantonnés à des tâches manuelles. Dans un couvent, les couvents deviennent de plus en plus importants, nombreux dans les villes, on a besoin d'un jardinier, d'un cuisinier, d'un portier, de quêteurs, etc. Et d'un cordonnier, tailleur. Bon. Mais ça se comprend pour les besoins. Mais il n'en reste pas moins que les premiers compagnons de François gardent une aura ou un poids. Et ce qui est passionnant à voir, c'est que cette réponse de Léon, Ruffin et Ange, elle excède largement la demande du chapitre général transmise par Cresquen. Ils font presque un coup de force. On leur demande des témoignages de miracles posthumes, bon, plus agrémentés de quelques souvenirs, et eux, ils arrivent en disant, alors la lettre de Greccio vaut la peine d'être citée, ils disent à un moment que les miracles posthumes c'est bien, mais c'est ce qu'a fait le saint de son vivant qui fait la sainteté. Et ils forcent quelque part la main du ministre général avec cet envoi. Et de fait, Thomas de Celano s'appuiera sur leur témoignage, sur le contenu du paquet de documents. Alors donc, dans cet envoi, il y a la majeure partie des fiches rédigés par frère Léon, ses souvenirs à lui et ceux de toute une autre série de compagnons. Et puis, frère Léon va enrichir cette série de fiches d'un certain nombre d'autres, c'est une minorité de textes, qu'il continue à ajouter au fil des ans, pendant qu'il vieillit. Et comme Léon est mal à l'aise avec l'évolution de l'ordre, et qu'en plus il a un tempérament pusillanime, on a dit, tourné vers le passé, et qu'il a des visions de François et du Christ, ce qui se voit dans les fiches les plus tardives, il va devenir quand même de plus en plus critique, en particulier vis-à-vis des ministres, qui oriente l'ordre vers le faste et la réussite sociale et ecclésiale. Et puis, il y a certaines fiches où on va voir directement le Christ qui prend la parole ou qui intervient. Bon. Alors, ce qui est important de voir, de comprendre, c'est que donc Léon, vieillissant, a récupéré ses fiches, les enrichit. Il a commencé à coudre certaines d'entre elles qui ont une unité thématique ou topologique dans un même lieu, pour en faire des rouleaux. Et il est maintenant bien âgé, sa santé décline, et là, deux frères de la marche d'Ancône, dont un dénommé Conrad d'Offida, vont lui rendre visite, avoir des entretiens avec lui, et Conrad d'Offida va recueillir l'ultime témoignage du Léon tardif,
Alors, Conrad n'écrit pas, mais il va dicter ensuite ses témoignages pour donner les Verba Fratri Conradi, donc des témoignages de Léon concernant François, mais aussi marqués par des prophéties, des apparitions du Christ, etc. Alors, comme dit Sylvain Piron, on n'est pas très à l'aise avec ces textes, mais il faut les garder, ils ont leur importance. Et puis surtout, Conrad va être le dépositaire des rouleaux de Léon. Alors, là, je me réfère à une chronologie, et pour ne pas donner de date trop fantaisiste, je lis un peu. Nous sommes donc, Léon meurt en 1271, Conrad a récupéré les rouleaux de Léon. Dans les années 1275-1285, pas avant, ne parlez surtout pas de spirituel à propos des compagnons qui ont vécu avec François. Non, non. Mais dans 3 régions bien identifiées. D'une part, le Languedoc. D'autre part, la Marche d'Ancône. Et enfin, la Toscane. Il y a un courant de frères mineurs qu'on pourrait qualifier de rigoriste, qui veut vivre de manière rigoureuse la pauvreté contenue dans la règle. Alors, on fait débuter ce courant en 1275, ça n'est pas un hasard. Bonaventure est mort en 1274. Bonaventure, ministre général de l'ordre de 1257 à 1273 ou 14, je ne me souviens plus quand il passe la main à Jérôme d'Ascoli. En tout cas, il est cardinal en 1273, il meurt en 1274, donc il a dû rester ministre général jusqu'à la fin, a assuré une certaine stabilité à l'ordre des frères mineurs, lui a fait perdurer la confiance de la curie romaine envers l'ordre, et a joué, même s'il n'a pas été probablement suffisamment exigeant quant à la pauvreté, il n'y avait pas de débordement trop scandaleux de son vivant. Le problème, c'est qu'après la mort de Bonaventure, soit il y a des gens capables, mais ils ne restent pas assez longtemps ministres généraux, comme Jérôme d'Ascoli, qui deviendra cardinal puis le premier pape franciscain, ou alors il y en a d'autres, ce qui fait qu'on arrive à des situations assez terribles. Sylvain Piron a écrit un article sur le couvent de Santa Croce à Florence, mais François a dû se retourner dans sa tombe, tellement il y a du luxe, de la prévarication, les frères ont au moins 2 ou 3 procès sur les bras pour captation d'héritage, enfin des choses comme ça, quoi. Et donc, ça n'est pas un hasard si, après la mort de Bonaventure, il y a des frères qui sont contre les édulcorations de la règle et veulent la vivre dans toute sa rigueur. Ce qu'on peut leur reprocher, c'est que, d'une part, ils ne connaissent pas, ils ont perdu le contact avec ce qu'était la vie des premiers frères. Ils se polarisent sur la pauvreté en laissant de côté des choses comme la minorité. Mais donc voilà, et ce mouvement-là de frères plus rigoristes va se cristalliser quand, en 1287, Pierre de Jean Olivier, qui est la grande figure en Languedoc de ses frères, va aller enseigner à Florence. Il a pour assistant un jeune frère nommé Hubertin de Casale. Et il se trouve que Conrad d'Offida est aussi à Florence au même moment. Conrad va faire connaître à Olivier et à Hubertin les fiches de frère Léon. Alors, Olivier n'utilise que les 2 courts recueils intitulés L'Intentio Regulae et Les Verba Sancti Francisci. En fait, donc on pourrait dire, de petites séries de paragraphes, de fiches, mis de côté parce que l'Intentio Regulae traite de l'intention de François concernant la règle et la vie des frères, et les Verba, son combat pour
que ses intuitions ne soient pas perdues. Mais Hubertin va, lui, utiliser l'ensemble des fiches de Frère Léon, de la veine léonine, et il les utilisera principalement au Concile de Vienne, où il défendra les positions des spirituels contre les frères de la communauté. Alors revenons en 1275-76. Ah oui, en 1266, le chapitre général de Paris avait ordonné la destruction de toutes les vies de François antérieures aux Legendae Major et Minor de Bonaventure. Les nouvelles vies officielles de François, avant c'était la Vita Prima de Thomas de Celano, à partir de 1263 c'est la Legenda Major de Bonaventure, et pour la liturgie la Legenda Minor. Alors, c'est à la fois scandaleux, mais on comprend, il y a de telles tensions au sein de l'ordre, et des attaques aussi qui viennent de l'extérieur, que Bonaventure, lui, son boulot de ministre général, c'est d'assurer l'unité et la défense de l'ordre. Et donc, s'il y a quantité de textes qui circulent dans tous les sens, ça devient ingérable. C'est pour ça que nous avons en particulier aussi peu de témoins de la Vita Secunda de Celano. 2 textes complets, un texte aux 2 tiers, et puis sinon quelques bribes. Alors elle n'a pas été énormément transcrite, mais quand même, elle a subi de plein fouet cette condamnation. Mais 1276, c'est le contraire. Le chapitre général de Padoue ordonne de recueillir tous les souvenirs sur François ne figurant pas dans la légende majeure. Et c'est à partir de là que vont être transcrites dans des compilations les fiches de Frère Léon, leur contenu. Alors la première transcription, c'est celle qu'on trouve dans le manuscrit 1.73 de la bibliothèque Sant'Isidoro à Rome, où il y a le miroir de perfection mineure et puis les 2 petites collections dont j'ai parlé, l'Intentio Regulae, les Verba Santi Francisci. Seul problème, il n'y a que 40% du contenu des fiches de Léon à peine, et puis parfois le contenu est résumé. Mais sinon, là, c'est quasiment de la transcription à la lettre du contenu des fiches. Alors, cette transcription a été faite entre 1276 et 1306. Sylvain Piron penche pour entre 1276 et 1280. J'aurais tendance à le rejoindre. Puis ensuite, les frères spirituels sont plus ou moins persécutés. Ils ont une période d'accalmie et d'embellie quand le frère Raymond Geoffroy devient ministre général de 1289 à 1295. C'est lui qui les fait libérer ceux qui étaient emprisonnés. Et puis arrive le pape Boniface VIII, très hostile aux spirituels. Raymond Geoffroy est contraint à la démission et ils sont de nouveau persécutés. Hubertin de Cazalet est leur champion. Alors Hubertin de Cazalet, c'est compliqué parce que il y aurait un roman à écrire sur sa vie. C'est un franciscain de cour. Et ce qui fait sa force, c'est d'abord c'est un intellectuel de valeur, mais il est à la cour du cardinal Orsini, qui est l'un des 3 cardinaux les plus influents à Rome, donc il est protégé. Et c'est lui qui va être le grand artisan d'une nouvelle étape de copie à partir des fiches de Frère Léon ou de premiers recueils, en particulier la compilation d'Assise, copiée dans les années 1310-1311. Et puis, il défend donc la position des spirituels au Concile de Vienne, 1311-1312, et il obtient en fait du pape Clément, je dirais 5 à vérifier, finalement une décision plutôt favorable aux spirituels. Mais tout se gâte pour les spirituels. Alors déjà en Toscane en 1312, alors normalement on aurait dû leur permettre de vivre dans des couvents, la rigueur de la règle on ne leur permet pas, donc ils se rebellent et ensuite en 1315 ce sera le tour de la custodie de Narbonne d'entrer en rébellion.
Et ça va se terminer assez vite. 1316, Michel de Cézanne est élu ministre général de l'ordre des frères mineurs. Et le 29 mai, le 7 août, Jacques Duez est élu pape sous le nom de Jean XXII. Et ils vont conjuguer leurs efforts pour éliminer le parti des spirituels. Avec 4 frères brûlés à Marseille en 1318. Ceci étant dit, c'est bien dommage, mais je rappelle qu'il y a eu près de 120 laïcs franciscains se rattachant aux frères du Languedoc qui ont été brûlés dans les 30 années qui ont suivi quand même, 40. Et 1317, donc, il faut rédaction du Miroir de perfection, qui reprend les fiches de Léon, mais en les réécrivant complètement de manière organique. Donc on est plus loin de l'écriture de Léon, mais c'est le contenu qui a été repris. Et puis, il restera à dire, pour cet usage médiéval des fiches de frère Léon, que en particulier les frères de Narbonne, tous dévots de Pierre de Jean Olivier, lorsque les spirituels sont persécutés, vont quitter Narbonne avec une grande partie de la bibliothèque du couvent de Narbonne, où il y a tous les écrits d'Olivier. Et ils vont aller en Italie, on en retrouvera dans la Marche d'Ancône. La Marche d'Ancône, c'est un peu le lieu de refuge des spirituels et des frères rigoristes. Et c'est ce qui fait que les écrits de frère Léon seront pas mal diffusés dans la Marche d'Ancône et seront une des sources principales des Actus Beati Francisci, l'original latin des Fioretti. Voilà pour faire simple. Merci.